Alors, bonjour à tous et à toutes, que vous soyez à Montréal ou en France. Mathieu Martel avec vous, directement de sa demeure pour une rencontre de philosophie réflexive et existentielle, une 13e rencontre avec les événements Vox Populi qui s'intitule Ralentir dans un monde trop pressé. Alors, certes, dans cette petite conférence qui est notre 13e conférence, il y aura bien sûr une période de questions à la fin. Donc, je vous invite peut-être à les noter, à vous rappeler de vos questions. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, alors, je donne des conférences depuis plus de 18 ans, professeur de philosophie au collégial. Donc, en France, on dit les professeurs de lycée. Et je suis aussi auteur et je vais vous lire aussi un petit passage d'un de mes livres qui s'intitule La puissance de l'instant tantôt parce que c'est en lien avec notre sujet qui s'intitule Ralentir dans un monde trop pressé. Alors, commençons par nous poser la question. Je vais vous poser cette petite question-là, peut-être mûrir une réponse ou une réponse, laisser monter une réponse spontanée. Le premier thème de qui est lié avec notre titre, c'est on parle de ralentir. Je vais en parler tantôt, mais le concept important du titre, c'est bien sûr être pressé. Hein. Donc, qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que cela veut dire que d'être pressé au quotidien? Donc, le terme pressé peut faire référence, il y a plusieurs sens qu'on peut assigner au terme pressé, mais j'ai fait un petit exercice de réflexion ce matin et je vous invite aussi peut-être à l'écrire sur une feuille. Hein. À quoi associez-vous cette expression être pressé? Donc, je vais vous présenter mes caractéristiques de l'individu pressé. Premièrement, on peut associer au terme vouloir être pressé un désir d'accomplir certaines actions de manière rapide. Je pensais justement à un ami qui me disait l'autre fois, j'ai tellement hâte que la semaine soit terminée, j'ai tellement hâte d'avoir corrigé toutes les copies que je dois corriger, d'avoir préparé mes cours si je pouvais. Nous sommes dimanche, là, et j'aimerais ça me rendre automatiquement à vendredi. J'aimerais, et là, c'est un genre d'anticipation, un genre de projection. J'aimerais que les choses se passent le plus rapidement pour que je puisse être vendredi. Ça, on peut se mettre à la place de notre ami. Et quelquefois, on veut que les choses aient rapidement, on veut accomplir certaines actions de manière rapide. Bref, aussi, ça laisse présupposer qu'on a de la difficulté à ressentir un certain stress, à être dans une situation angoissante ou stressée. Et on aimerait tout de suite passer à l'étape finale. Peut-être qu'on a de la difficulté à simplement accomplir chacun des moments, un moment à la fois. Donc, première caractéristique, vouloir accomplir certaines actions de manière rapide, c'est être pressé. L'individu pressé aussi, on le voit c'est un individu très dynamique, qui a peut-être une certaine difficulté à s'arrêter pour entamer une conversation avec nous, qui déclare: «Je ne peux pas te parler, je manque de temps, j'ai des tâches à accomplir et je vais être rendu à destination». Donc, un individu pressé a comme caractéristique une difficulté justement à s'arrêter pour simplement discuter parce que beaucoup de tâches lui incombent, il a des désirs à réaliser, il a des obligations à accomplir. Et ça me faisait penser dans un autre type d'exemple, lorsque je prenais le train avec un de mes collègues et qui voulait marcher prestement, rapidement pour se rendre à l'école parce que le chemin, donc le chemin à accomplir, à marcher entre
le fait qu'il débarque du train et qu'il se rende à son bureau était une perte de temps pour lui. Parce qu'il était obnubilé et, comment dire, accaparé par ses recherches philosophiques. C'était ça qui comptait, qui compte le plus pour lui. Donc, se promener lentement, dans ce cas-là, ralentir, apprécier, comment dire, apprécier le chemin, hein? Apprécier, j'en parlais lors de notre dernière rencontre, apprécier ce que les Anglais appellent the journey, le pèlerinage, le chemin entre A et B, où il peut se passer toutes sortes de belles prises de conscience. Nous pouvons vivre toutes sortes d'étonnements. Nous pouvons être ravis par la beauté. Ce chemin-là importait peu parce qu'il avait d'autres désirs qui étaient plus importants à réaliser. Et c'est souvent ça, nous sommes pris dans nos pensées et dans la réalisation de nos désirs. Nous pensons que l'ultime de la vie, c'est de satisfaire nos désirs le plus souvent possible, ce que les hédonistes appelleront l'accumulation et l'intensification de la satisfaction de nos désirs, qu'on appellera moment de plaisir, moment de jouissance, etc. Mais ce que nous pourrions vivre, l'esprit ouvert, ce que Douglas Harding appellera vivre sans tête, être attentif, à l'écoute, ressentir, hein, en notre conscience ce qui se passe à chaque instant lors de ce pèlerinage, hein, qui commence, qui peut être un court pèlerinage de 10 minutes entre un point A et un point B, et non pas simplement être pris dans nos pensées et vouloir absolument réaliser certains désirs. Deuxième caractéristique de l'individu pressé, bon, il n'a pas le temps de s'arrêter, je viens d'en parler, mais aussi, et c'est un troisième critère que j'ai mis en lien avec mon premier, il se dépêche pour accomplir chacune de ses tâches, hein, tâches inscrites à son agenda, à son horaire, et il les enchaîne. Et c'est peut-être aussi un individu qui va même additionner les tâches à accomplir. Et moi, ce que je propose comme approche, c'est de prendre une pause entre toutes les actions quotidiennes d'importance. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez un rendez-vous d'1h30 ou de 2 heures avec un ami, un rendez-vous d'affaires ou quoi que ce soit. Avant le rendez-vous, je propose de créer un certain espace. Et après le rendez-vous, si c'est possible, de créer un autre espace pour pouvoir justement de se disposer, être dans un certain état avant, se préparer au rendez-vous et par la suite, décanter cette expérience que nous venons de vivre avec l'individu. Là, je parle ici de rencontres importantes ou qui mobilisent aussi une certaine énergie pour nous. Peut-être que je parle en introverti, ici dans une perspective de l'individu introverti. Ça, on laissera ça à Jung et aux psychologues qui voudront interpréter la chose. Donc, il y a un lien entre le fait d'être pressé, d'une part. Être pressé, c'est d'être extrêmement actif. Souvent, les gens en retard, hein, les gens qui qui sont tout le temps en retard, ont comme caractéristique d'être pressés et ça leur donne un certain dynamisme pour accomplir leurs actions au quotidien. Ça les motive d'être pressés parce qu'il y a un jeu, hein, justement le jeu entre l'activité et un lien entre l'activité et la temporalité. Ça crée un dynamisme que d'être pressé. Mais la personne qui veut ralentir, au lieu d'être tout le temps à la dernière minute, d'avoir peu de temps pour partir du point A au point B et d'être dans un dynamisme presque excité,
va créer une distance, justement, entre le point A et le point B. Et moi, je privilégie cette approche d'être toujours à l'avance. C'est ce qui nous permet de ralentir dans notre rapport aux rencontres, aux obligations. C'est-à-dire, être à l'avance, ça crée paradoxalement de l'espace. On saura qu'en physique, hein, la notion de vitesse, c'est quoi? C'est le rapport de la distance qu'on a à parcourir, hein, la distance sur le temps. Donc, mettons qu'on a une distance de 100 mètres à parcourir, la personne qui est rapide ou qui est dans un mode de vitesse va accomplir la distance en très peu de temps. Donc, le rapport delta T sur delta distance, temporalité, c'est ce qui définit la distance au niveau de la vitesse. J'aimerais demander, je fais une petite pause ici, à M. Zougui de fermer, justement, merci, le petit micro de ton appareil. Donc, je reviens à un autre critère. Être pressé, c'est quoi? J'en ai parlé tantôt. C'est vouloir accomplir les choses rapidement. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on accomplit les choses rapidement? C'est qu'on est peu attentif et peu conscient à ce qu'on est en train de réaliser. Et je me pose la question, pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi voulons-nous absolument accomplir la tâche rapidement au lieu de savourer cette tâche, au lieu justement, dans la perspective du bonheur en axe selon André Comte-Sponville, l'important est vraiment de goûter à l'acte même et de trouver satisfaction, plaisir et développement dans l'acte même. Ce qui va dans la perspective de développer un art de vivre ou de pratiquer la vie comme un art de vivre. Et cela, justement, va nous empêcher de tomber dans le piège d'être pressé et de vouloir tout accomplir rapidement. Je vais vous donner quelques exemples. Développer l'art de l'écriture, l'art d'aimer, l'art d'être musicien, demande, si on se place dans la perspective d'Éric Fromm, demande à la fois de l'étude, c'est-à-dire s'interroger, vouloir comprendre, réfléchir à ce qu'est la musique, ce qu'est l'amour, ce qu'est écrire. En deuxième lieu, ça demande aussi une pratique au quotidien. Donc, théorie et pratique sont bien sûr en connivence. On ne peut pas séparer les deux. C'est même une position platonicienne. On ne peut pas développer un art d'aimer, une théorie sur l'amour, sans pratiquer, en quelque sorte, l'amour. Le troisième critère d'Éric Fromm est pratiquer souvent. C'est-à-dire que pratiquer, si on se met dans une perspective d'une semaine, pratiquer quelques fois par semaine, certains, ça va être quelques fois par jour, quand on pense à l'art d'écrire ou à l'art de pratiquer un instrument de musique. Et Fromm va nous dire aussi qu'il nous faut un souci, être soucieux de développer cet art. Donc, le développement de l'art est d'une importance capitale pour nous. Ça accapare notre être. On a un souci de développer cet art-là. Ça vient, en quelque sorte, infuser notre être et notre esprit. Et dans cette perspective-là, moi, j'ai fait 3 affirmations. Premièrement, il est important de se donner du temps. Donc, je commencerai par un premier principe, me donner 1 an pour développer mon art de la pratique de la musique, mon art d'aimer ou mon art d'écrire. Et là, à ce moment-là, lorsqu'on se donne 1 an, on brise cette obsession
d'être pressé. On brise cette obsession de vouloir accomplir les choses rapidement, d'obtenir des résultats à tout prix et d'être dans le rendement. Donc, premier principe pour justement cesser d'être captif de cette tyrannie d'être pressé, affirmer, il faut affirmer, je me donne 1 an. Et de vraiment être sûr. Ça, au niveau physique, c'est la même chose. Vous voulez, par exemple, vous développer à travers une activité physique, vous voulez bien sûr en tirer aussi des bénéfices. Mais l'important, d'abord, c'est de dire, je me donne 1 an pour, et là, on est dans la perspective du début, pour initier le développement de mon art de vivre ou de mon art lié à l'exercice physique. Et là, on vient tout de suite contrecarrer le fait d'être pressé. S'il n'y a pas, et là, je suis radical à ce niveau-là, si on n'affirme pas cette chose que de se dire, je vais me donner 1 an pour initier mon processus, initier l'art que je veux développer, là, nous allons errer dans 2 voies, ou 3 voies même, soit que nous allons trop nous mettre de pression à vouloir tout de suite avoir des résultats, performer. Et nous allons aussi affirmer ça en disant, je veux que des changements tout de suite. Je veux, et là, on se met des obligations. On est au niveau de l'obligation morale, hein? Je dois pratiquer. Je dois à tous les jours. Et là, on perd le contact. Je dois accomplir telle chose. Et là, on perd le contact avec le plaisir, avec le goût, avec l'amour. C'est ma position. Parce qu'il faut conserver justement la relation à notre discipline au sens de notre pratique. Là, je fais référence, mettons, à un art, à un entraînement ou à l'art d'aimer, etc. Il faut garder aussi le lien avec le plaisir, la passion pour l'objet de l'art. Et si on n'est que dans des impératifs de « il faut » et on perd le contact avec le ressenti profond, on risque d'abandonner ou on risque de ne plus vraiment de trop souffrir et de ne plus apprécier cette pratique-là et de la délaisser. Donc, ça, c'est mon premier principe. Pour initier son art, il faut se donner 1 an. Deuxième principe, et là, c'est là qu'on crée une distance. On crée une distance. On ne veut pas que les choses se fassent trop vite, mais nous le savons. Nous voulons des résultats, nous désirons satisfaction, et peut-être qu'à priori, nous sommes des êtres impulsifs, exigeants, pressés. Mais la vie, vous allez comprendre que la vie ou notre être a son propre rythme. Et on a beau vouloir précipiter les choses. On a beau vouloir aussi faire en sorte, je discutais hier avec quelqu'un dans un café qui me disait lors d'une entrevue, j'ai utilisé le langage d'un programmeur informatique, je maîtrisais tous les concepts du programmeur senior et j'étais allé sur ChatGPT pour justement m'accaparer de toute cette conceptualisation-là du programmeur senior et mon employeur s'est bien rendu compte qu'après quelque temps, je n'étais qu'un senior. Et je lui ai dit, tu n'avais pas assimilé justement l'expérience d'un vrai programmeur senior et tout développement prend des années et implique la pratique d'un art. Qui sera le fameux, bon, qui sera le fameux 10 ans, 10 000 heures d'Erickson, soutenu par même, je crois, un autre théoricien japonais, etc. Et ça, c'est pour le développement de l'art. Cela prend 10 000 ans, pas 10 000 ans, mais 10 000 heures, 10 ans.
pour apprendre à bien lire, pour apprendre à bien écrire, pour apprendre à développer aussi la maîtrise d'un instrument, d'y avoir du plaisir et d'être capable aussi euh, d'être à l'aise. Mais nous voulons que les choses se fassent rapidement. Nous prenons des cours en ligne, nous abonnons à toutes sortes de formations, mais nous oublions peut-être de nous investir lentement en appréciant l'acte même. L'acte même, c'est ce que Sponville appellera le bonheur en acte, c'est-à-dire d'apprécier ce que je fais, hein, de m'adonner à ce que j'aime et d'y trouver dans l'acte même joie, passion, plaisir, sans penser aux fruits. Nous sommes trop souvent accrochés aux fruits, aux effets positifs. Par exemple, moi, je pratique le jeûne périodique. Je le pratique par plaisir, pour l'acte même. Certes, il y a des fruits qui viennent avec toute pratique, mais ça, c'est accidentel. Si je n'éprouve pas de plaisir d'être dans un état de jeûne, de mon côté, je ne vois pas à quoi bon pratiquer la chose. Si je n'y trouve pas un certain défi intérieur ou une certaine jouissance profonde, je ne verrais pas pourquoi je pratiquerais ces choses-là. Sinon, on n'est que dans le devoir. Et je vais vous lire une petite citation. Je vais vous montrer ce que peut mener le fait d'agir strictement par devoir. Et vous allez me dire, ça veut dire quoi, agir strictement par devoir? Bien, ça se traduit par des impératifs. Nous n'avons pas le choix d'être heureux. Il faut faire telle chose si on veut certains résultats. Je me sens obligé de faire ces choses-là, mais ça ne me tente pas profondément, je suis malheureux. C'est d'accomplir les choses par principes moraux, parce qu'on nous dit que c'est bon. Parce que toute réalisation profonde passerait par un devoir et il y aurait peu de place pour le plaisir, la joie et le fait d'avoir le goût. Mais je vais vous montrer un peu où peut mener une vision du monde où il n'y a pas de place pour le plaisir. Même Aristote disait que, certes, oui, nous avons certaines choses à accomplir par devoir, mais sommes-nous capables d'y rattacher un certain plaisir, un certain goût, une certaine joie? Et je crois que c'est important. Allons-y avec, je montre ici mon petit livre, La puissance de l'instant, et ce matin, je me suis dit, je crois que c'est à l'aphorisme 53 que se trouve la phrase que je voulais partager, mais c'est à l'aphorisme 55. Et ça parle de la pression que nous nous mettons. Et cette pression-là, je vais la lire dans quelques instants, cette pression-là est liée à notre sujet du jour. Hein? Vivre trop pressé ou pressé implique une certaine pression que nous nous mettons. Nous nous mettons de la pression pour être productif, pour accomplir rapidement les choses, sans tenir compte de notre nature profonde, sans tenir compte de notre propre rythme. Et ça, Spinoza le dit dans l'Éthique. Certes, nous avons une nature profonde, mais certains sont plus sensibles, certains fonctionnent de manière plus lente. Et je crois qu'il faut être sensible à ça. Donc, le fait d'être pressé, productif, agir rapidement, c'est pas pour toutes les natures. Et le fait aussi d'accomplir les choses lentement, avec conscience, avec attention, nous aide peut-être à ne pas simplement savourer les résultats, les effets, tous les profits que ça engendre, mais savourer l'acte même, pour lui-même. C'est ce que Platon et Aristote appelleront, associeront à la philosophie, qui est une connaissance qui cherche
pas nécessairement le profit, mais qui est lié à le plaisir de connaître ou de comprendre pour lui-même. Le plaisir, c'est une recherche de connaissance ou de sagesse, hein, donc on est sur le chemin du développement ou d'une espèce de développement d'une certaine, de certaines capacités de comprendre et d'une certaine capacité à découvrir une manière d'agir qu'on appellera notre art de vivre. Je vais y aller avec la citation. J'espère faire un lien avec ce que je parle. Ma situation est une interprétation métaphysique de la dépression. Je le dis, je ne parle pas ici en psychologue, je ne parle pas en médecin. C'est mon interprétation métaphysique, philosophique de la dépression. Alors, je vais lire la deuxième partie de l'aphorisme qui est très court. La dépression est une compression opérée par des formes d'impératifs que nous surimposons à notre être. Je répète, la dépression est liée à une forme, est une compression que nous opérons ou que nous subissons par des formes d'impératifs. Nous nous obligeons ou nous subissons des obligations auxquelles notre être n'a pas le goût de se soumettre. Et c'est cela qui crée une compression au niveau de notre être. Je vais finir aussi avec la première partie de la phrase. Donc, lorsque nous nous disons « je veux accomplir les choses rapidement », j'aimerais ça me rendre rapidement au but. Par exemple, au niveau de la musique, j'aimerais ça rapidement bien jouer la pièce, la maîtriser, être bon, avoir une certaine fluidité. Mais ça vient d'où, cette obligation-là, d'accomplir rapidement la pièce? Pour qui et pourquoi voulons-nous accomplir rapidement quelque chose? Ça vient d'où? Ah, ça peut venir d'abord d'une pression que nous nous mettons à performer. Nous voulons rapidement être bons pour impressionner qui? Ça peut être aussi parce que on voit beaucoup d'artistes autour de nous qui s'expriment, qui se réalisent et qui sont des maîtres de jeu, mais on oublie qu'ils ont pratiqué pendant plusieurs années. Nous sommes habitués à voir des spectacles, des gens qui vont jouer pendant 2 heures de temps, plusieurs pièces, des pièces créatives, mais nous oublions qu'il y a un travail qui a été fait dans l'ombre. On a ça aussi chez les athlètes qui performent sur une plateforme. Donc, on pense en haltérophilie olympique, on voit des athlètes lever 3 fois une barre avec une pause entre les levées, à l'arraché, l'épaulé jeté, mais on oublie que derrière le rideau, l'athlète s'échauffe et va lever des barres. On ne voit que ses 3 meilleures tentatives dans l'arraché et l'épaulé jeté devant, sur ce qu'on appellera en anglais, sur le stage où il y a les juges qui évaluent. Mais on oublie que l'athlète a fait des milliers de pratiques et que cela, ça fait plus de 10 ans qu'il s'entraîne et qu'il se dévoue. C'est un peu la même chose pour nous. Pourquoi nous voulons que les choses entraînent des résultats si rapidement que ça? Si on voit le développement d'un sport ou d'un art, ou même le fait d'écrire comme un art sur le long terme, tout de suite, comme je l'ai dit tantôt, on n'a plus rien à faire de la vitesse. On n'a plus à être pressé. C'est un autre genre de rapport. Vous allez me dire, mais monsieur, ce n'est pas tous les athlètes qui sont patients. En effet, ce n'est pas tous les athlètes qui ne veulent pas justement être des vainqueurs et gagner les titres. Mais nous, dans notre vie au quotidien,
nous pouvons dire, hey, initions-nous à l'art de vivre, prenons 1 an pour installer nos fondements et donnons-nous 10 ans. Et cela vaut même pour l'art d'aimer. Et l'art d'aimer, on n'est pas obligé d'être en relation immédiate avec un individu, voir l'amour simplement d'une perspective romantique, mais on peut développer notre art d'aimer en rapport avec les individus, l'environnement, dans un rapport qui se pratique au quotidien. J'en reparlerai dans un autre moment. Je vais terminer, je vais relire la phrase. Vous allez voir. Et là, je donne une clé. Qu'est-ce qui permet d'éviter la dépression? Parce que la dépression, c'est justement lorsqu'on se surimpose. Hein. Je l'ai dit tantôt. Hein, la dépression, c'est une compression qui est opérée ou par nous-mêmes ou subie lorsqu'on surimpose des obligations d'ordre moral, d'ordre aussi idéologique, d'ordre de valeur ambiante à la mode, qu'on surimpose ça à notre être. Et comment se libérer de tout cela? C'est s'exprimer permet d'éviter la dépression. Et là, je ne parle pas en tant que médecin, en tant que psychologue, je parle en tant que métaphysicien. C'est l'expression de son être qui permet d'éviter cette dépression qui est liée à une obéissance à des impératifs moraux auxquels nous nous soumettons. C'est quoi le rapport avec le sujet du jour? Bien, lorsque nous cessons de surimposer toutes sortes d'impératifs moraux, c'est là que nous devenons moins pressés. Il n'y a plus d'urgence parce que nous ne sommes pas soumis à certains impératifs psychologiques, moraux ou de valeurs dominantes. Nous apprenons à écouter notre être profond. Nous nous levons le matin, nous n'avons plus de plan, mais nous nous posons la question, qu'est-ce qui m'inspire ici maintenant? De quoi ai-je le goût ce matin? Et ça se peut que face à notre instrument de musique, ce matin, nous n'ayons pas le goût. Ah, mais nous nous sommes engagés dans une voie de développer notre art sur 10 ans. Que faire si nous n'avons pas le goût? Une chose, on peut prendre notre instrument dans nos mains. Et là, tout d'un coup, l'instrument va peut-être, justement par le contact de l'instrument, on va se mettre à jouer. Mais c'est d'abord la relation. On peut prendre aussi un crayon et s'asseoir, devant une feuille en buvant un café et juste tenir le crayon. Et où on peut aussi aller à la rencontre de quelqu'un. Nous voulons développer l'art d'aimer. Organisons un rendez-vous, une rencontre avec quelqu'un qui nous inspire, qui nous plaît. Et n'attendons rien. Donc, tout commence par la rencontre, le contact, la relation, en n'ayant pas de but et en restant ouvert, à l'écoute, attentif. Et après, nous allons ressentir ce qui veut vivre, ressentir ce qui veut se développer. Ça demande d'être à l'écoute, d'être ouvert à ce qu'on pourrait appeler l'inconnu, l'imprévu, l'imprévisible, la non-pensée, etc. Et à ce moment-là, nous sortons de toute forme d'urgence parce que nous ne savons pas ce qui va monter, ce qui va nous inspirer et monter à la surface. Nous avons déjà laissé tomber nos désirs, nos attentes et toutes les pensées. Nous allons simplement à la rencontre, observer ce qui veut naître. Et là, nous sommes sortis de ce rapport de vivre de manière pressée parce que tout
ce qui importe le plus, c'est la rencontre. À tous les niveaux. Rencontre avec la feuille, rencontre avec l'instrument, rencontre avec un être que nous apprécions. Et même, ça peut être une rencontre avec un animal, rencontre avec le paysage, et de goûter, d'être simplement là, de contempler. Et là, on peut se demander, mais suis-je encore pressé? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui urge? Est-ce que j'ai encore des obligations? Et peut-être que toutes ces obligations, toute cette urgence va tomber. Nous allons commencer à être en contact avec notre nature profonde, notre être profond. Et l'ode à la vitesse sera terminée. Côté philosophique, si un penseur, justement, ce matin, je rencontre mon ami Yves qui est en train d'écrire son roman, il me dit « Ah, tu vas faire un petit webinaire philosophique sur le fait d'être pressé. » Et oui, Yves me dit « Ah, tu diras à tes auditeurs d'aller lire, s'ils veulent approfondir ce sujet-là philosophique, Paul Virilio. » Donc, ça vous tente de nommer le philosophe qui a réfléchi de façon très profonde sur la notion de vitesse. C'est Paul Virilio qui était inspiré notamment par Baudrillard aussi. Mais moi, ce matin, j'y vais dans une perspective de philosophie existentielle et réflexive vivante sur le moment, mais s'il y en a certains qui veulent approfondir cette notion-là, philosophie de la vitesse, Paul Virilio. Alors, je rappelle notre titre, juste pour me laisser imbiber par ce titre, qui est Ralentir dans un monde trop pressé. Justement, peut-être d'apprendre à se retirer de l'effervescence des foules, se retirer de l'agitation mondaine, qui n'est pas juste une agitation des centres-villes, des grands centres-villes de la planète, qu'on pense à Paris, à New York, à Montréal, ou à d'autres grandes villes européennes. C'est aussi apprendre à se retirer de toutes les pensées qui occupent notre esprit, parce que nous pouvons même être dans un monastère ou vivre une certaine forme de retraite et nous allons être assaillis par toutes sortes de pensées. Comment faire pour cesser de penser? Certains vont déposer leurs pensées sur une feuille en écrivant un roman, etc. D'autres vont y aller d'un petit moment d'arrêt, un petit 5 minutes en respirant profondément, ou d'autres vont même s'adonner à des disciplines de méditation très sérieuses. Est-ce qu'il y a d'autres approches que l'on peut adopter pour que certaines pensées nous quittent? Premièrement, peut-être ne pas les nourrir ou les prendre au sérieux. Deuxièmement, l'approche corporelle, prendre une bonne douche froide ou un bain chaud, va tout de suite nous sortir et nous amener dans un autre genre d'univers. Certains vont plonger dans un lac, une rivière, ou d'autres vont commencer à s'étirer au niveau en pratiquant, en s'adonnant une pratique corporelle. Tout de suite, on sort du monde de la pensée pour justement apprendre à être en contact avec notre corps, à ressentir, à respirer profondément. Ça peut être un moyen justement de sortir de l'agitation et plusieurs individus ont besoin justement de ce qu'on appelle, et ça rejoint mon principe premier, de créer un genre de coupure avec l'activité quotidienne. Et là, certains vont passer par par le massage, donc ils vont recevoir un soin de massothérapie. D'autres vont aller au spa.
se goûter un bain chaud, un bain froid ou la pratique corporelle. Justement, ce sont des pratiques que si on insère, bien sûr, si on se donne le temps et si nous trouvons important de se donner le temps de s'arrêter pour justement sortir du monde, arrêter le monde qui est lié aussi à nos pensées. Et on peut passer par ce type de pratique. Donc, je vous ai présenté 2 principes. Donc, le premier principe, je le rappelle, se donner du temps et se donner 1 an pour développer avec amour et passion un art, en quelque sorte. Par la suite, une fois que... Et là, on va voir qu'on va même sortir du temps, parce que moi, je ne vis plus en quelque sorte dans le temps. C'est simplement pour calmer notre être qui est trop pressé, qui veut trop performer, qui veut que les choses se passent vite. Et j'étais un individu pressé, impulsif, je le suis encore. Je me rappelle qu'à 14 ans, je voulais être écrivain. Mais ça a pris 20 ans avant que je sorte mon premier livre, avant d'être mature, avant d'être prêt. Et je me suis rendu compte que j'avais une nature qui avait besoin de prendre du temps. J'ai découvert que je fonctionnais par le coup de foudre, puis après que j'avais envie d'approfondir le coup de foudre. Ah, est-ce que vous vous êtes posé la question, comment mon être se développe? Comment mon être aime vivre? Donc, de mon côté, c'est que j'ai un coup de foudre pour quelque chose et j'ai le goût, par la fréquentation, d'approfondir le rapport à l'objet aimé. C'est la question de Spinoza dans l'éthique. À quel objet d'amour votre esprit s'adonne-t-il? Et là, quand on parle d'objet d'amour, c'est vaste. Est-ce que vous voulez... vous êtes un passionné des guerres napoléoniennes? C'est votre objet d'amour? Est-ce que vous êtes un passionné de yoga? Vous voulez développer votre jeu au piano, le dessin, etc. Objet d'amour, c'est vaste. C'est plus vaste qu'un rapport humain entre 2 individus, d'amour qu'on pourrait réduire à un amour romantique, etc. C'est plus vaste que ça. C'est ce qu'il fera me dire, donc, là, j'ai élaboré les 2 premiers principes. 3e principe pour sortir de l'urgence et en quelque sorte éviter d'être pressé. Celui-là, il est plus philosophique. Nous ne manquons jamais rien. Hein? Et souvent, on tente de nous faire croire qu'on a passé à côté de quelque chose. Je ne suis pas allé au dernier spectacle de cet artiste-là, j'ai sûrement manqué de quoi. La personne que je voulais rencontrer n'est pas venue au rendez-vous. Je suis sûrement passé à côté de quelque chose d'important. Je n'ai pas eu l'emploi. Suite à l'entrevue, on ne m'a pas choisi pour l'emploi. Je suis passé à côté de l'opportunité de ma vie. C'est peut-être ça. Nous ne manquons jamais rien quand nous disons que le moment le plus important, c'est celui-ci. Et investissons-nous dans ce moment avec la plus grande écoute, la plus grande attention et la plus grande présence. Ça va nous aider de sortir de l'urgence. Certes, de mon côté, ça fait longtemps que j'ai le goût de revenir, d'aller en France, à Paris notamment, en Normandie, etc. Et ça remonte à 2018. J'ai encore le goût, j'ai encore le désir d'y retourner, mais lorsqu'on vit hors du temps, lorsqu'on ne vit pas dans l'urgence et qu'on se dit que le meilleur moment, c'est toujours ici maintenant,
à un certain moment donné, la porte va s'ouvrir ou je vais même moi-même initier cette ouverture pour retourner en France parce que j'ai quand même un appel profond, mais cet appel-là mûrit en moi. Quand je vais me retrouver en France, je vais me dire, il n'y a aucune séparation. Hein? Tout cela, ce lien que j'ai entre moi et la France et les êtres humains en France est toujours là et est toujours vivant et il a mûri en mon absence. Mais plus profondément, je pourrais dire que je ne suis pas séparé de cette rencontre. Donc, nous ne manquons jamais rien. Et l'essentiel est en nous et devant nous, avec les gens que nous rencontrons, avec les prises de conscience que nous faisons et avec les défis que nous avons relevés. La vie n'est pas meilleure ailleurs, la vie n'est pas ailleurs et la vie n'est pas plus tard. Et ce qui me désole un peu, c'est quand j'entends des gens me dire « Je suis passé à côté de l'ultime. Je suis passé à côté d'une offre incroyable que je n'ai pas saisie. » Et là, on développe le regret, les remords, etc. Mais ce n'était peut-être simplement pas en accord avec la vibration de notre être, ici maintenant. Et si nous avons laissé passer quelque chose, c'est peut-être que, au fond de nous-mêmes, nous n'étions peut-être pas prêts. Ce n'était peut-être pas le kairos, le moment opportun. Et peut-être que tout notre être n'était pas rendu, justement, n'était pas assez ouvert pour saisir ce moment-là, mais il ne sert à rien de s'apitoyer. Et comme disait Spinoza, sans vouloir, c'est comme l'âme qui se mord. C'est comme une morsure de l'âme envers elle-même. Apprenons à, justement, à laisser être ce à quoi nous voulons nous accrocher, et même par, justement, par culpabilité, par remords ou par, comment dire, par peur d'avoir manqué quelque chose. Ce qui va me faire dire, et là je vais m'ouvrir à quelques questions, qu'il ne sert à rien de se sentir coupable, d'avoir manqué quelque chose, et de se dire que chaque être a son rythme, son style de vie, et que chaque être est en apprentissage à chaque moment. Pas besoin d'aller dans un ashram, pas besoin d'aller faire une retraite. Si vous avez l'appel profond, allez-y. Mais tout peut se vivre et c'est ça un peu la voie de la simplicité. Ça nous ramène justement au fait de ralentir. Les prises de conscience peuvent surgir à tout moment. Dans l'ascenseur, lors d'une discussion avec quelqu'un dans un café, lorsque vous êtes étendu dans votre bain et vous relaxez. Nous ne sommes pas séparés, justement, de ces prises de conscience qui vont nous rendre, qui vont nous rapprocher de la vie vibrante, de la vie qui est intense, mais qui n'a pas besoin de cette agitation mondaine et qui n'a pas besoin, justement, de demeurer dans cet état d'urgence et d'être pressé. Parce que tout va venir à nous. C'est justement le point de vue de Plotin. Et je vais vous laisser là-dessus, justement. Plotin, à son époque, qui est un disciple de Platon, qui ne s'est jamais dit un philosophe original. Il vivait à Alexandrie. Il a été initié par un maître égyptien, Ammonius Saccas, notamment, et qui a vécu de 205 à 270, si je ne m'abuse, après notre ère, à Alexandrie, ville cosmopolite, où il fréquentait, où il avait accès à des philosophes gnostiques, chrétiens, etc. Et à un moment donné, un chrétien ou un adepte de la théurgie a dit « Plotin,
Pourquoi ne pratique pas l'art d'invoquer les dieux pour qu'ils viennent te voir, de faire venir les dieux à toi pour pour qu'ils deviennent actifs dans ta propre vie? Et Plotin, je ne sais pas pourquoi je parle de ça aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés justement à cet aspect-là. Plotin a dit, je n'ai pas besoin de faire de rituel pour d'invocation des dieux. Si le dieu, hein, en grec, othéos, sous le dieu ou les dieux veulent venir me voir, qu'ils viennent me voir. Je ne vais pas justement précipiter les choses et forcer les choses. Je ne suis dans aucune urgence de faire venir les dieux à moi, qu'ils viennent me voir. Sommes-nous capables de se mettre dans cette disposition-là, de ne pas justement mettre de la pression, d'être pressé que le divin vienne à nous? Hein? Pourquoi ne pas simplement vivre dans l'ouverture de tous les possibles? Ça nous ramène, je termine là-dessus, ça nous ramène à Aldous Huxley. Si les portes de la perception étaient ouvertes, nous pourrions apprécier et voir le monde et constater que l'univers est infini. Donc, pas besoin de forcer, pas besoin d'effort, pas besoin de pratiquer la théurgie. Restons ouverts, laissons la fenêtre de notre esprit ouverte. Ressentons, soyons à l'écoute et dans un certain ressenti. Et c'est peut-être le seul impératif, hein, je dis même, si vous avez le goût, hein, demeurez ouvert à l'écoute, etc. On a un petit commentaire de Danou qui nous dit qu'elle ne peut nous parler car son micro est défectueux. On la salue, merci Danou. Tu m'écriras un petit message si ça te tente, Danou, plus tard. Au plaisir de correspondre avec toi. Et je fais une petite pause ici comme ça, un petit aparté. Je vais saluer nos amis. Donc, salutations à Jean, Martin, Pascal, Danou, Manuela, Christine, Lynn, Susanna, Caroline, Carole. Merci à tous d'être là et présents à travers la France, au Québec ou en replay. On salue nos amis qui sont en replay. Et maintenant, j'ouvre la porte à certaines questions de la part, on va commencer lentement, on va commencer un élément à la fois. Je ne sais pas si certains ont des commentaires ou des questions à me lancer suite à mon élocution inspirée. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Je fais juste le tour pendant que vous réfléchissez à tout, à cela. Est-ce que quelqu'un veut émettre certains commentaires ou questions? Pendant que vous y pensez, je vais juste vous dire que si vous voulez aller voir, on va sûrement avoir une autre activité prochainement, hein, dans 3 semaines, le 18 novembre. Moi et Jean, on va réfléchir ensemble parce que je remercie Jean, parce que Jean m'inspire beaucoup pour les thèmes et c'est un thème proposé par Jean qui a été fort stimulant aujourd'hui. On aura notre rencontre le 18 novembre. Et si vous avez manqué nos derniers webinaires, vous allez sur mon site mathieumartel.com, dans la section vidéo, on a nos 12 rencontres webinaires. Ou sinon, vous pouvez aller sur ma page pour les autres activités en ligne, Mathieu Martel, philosophe, sur Facebook et aussi sur voxpopuli.tv sur YouTube pour avoir plein de conférences très stimulantes et très inspirantes. Là, je refais le tour à nouveau. Est-ce qu'on a des questions et de commentaires sur cette rencontre et qui s'intitulait, hein, cette rencontre, c'était ralentir. Je n'ai peut-être pas assez parlé du fait de ralentir, mais je vous ai ramené justement à la pratique corporelle, ce qui nous permet de sortir de l'activité du monde, sortir de la fébrilité du monde pour revenir à notre être profond dans un ressenti corporel et nous dire, mais ai-je besoin d'une pause? Pourquoi suis-je dans une vie si
effréné? Pourquoi ma vie, elle est si surchargée? Pourquoi la vie que je vis, il n'y a pas d'espace entre chacune de mes activités, chacune de mes rencontres? Et après, on se demande pourquoi on souffre de certains problèmes, soit respiratoires, ou on affirme qu'on n'a plus d'espace, qu'on se sent étouffé et surchargé. C'est peut-être à nous, justement, de prendre une petite pause à ce sujet. Alors, je vais peut-être replacer, je vous remercie d'avoir été présent et présente. Merci à tous et à toutes. Je vais peut-être repasser le micro en attendant à Jean. Ah, j'allais faire un petit Oui, commentaire. vas-y, je t'écoute. Diane Ledoux, Allô, Diane. écoute, je suis en Floride et en Floride, même si on est entouré de gens du troisième âge, Mhm. beaucoup, hein, ben, ça court beaucoup. Et ça fait 3 ans que je suis en pause. J'ai adoré ta présentation, Mathieu. Habituellement, je mets la vidéo, mais là, je suis encore en pyjama ce matin. Donc, j'avais le goût de te dire que j'ai aimé ta présentation et que Merci. j'ai ralenti beaucoup depuis ces 3 années. Euh, j'ai un projet qui est sur le point de se concrétiser, mais je me disais, comment se fait-il? J'aurais dû avoir lancé mon projet 3 ans, ça n'a pas d'allure. Faut croire que j'ai vraiment ralenti. Non, mais j'ai aimé je vais partager le replay à des gens Oh, autour de super. moi parce que je vois tellement de personnes qui travaillent en vitesse et qui ne savourent pas ce qu'ils font. Merci, Diane. Surtout, je vais rebondir sur ce que tu dis. Donc, tu n'as pas perdu ton temps, ton projet il va Non, naître quand il sera prêt en toi. Donc, c'est une maturation qui est en train oui, de se faire. Puis justement, absolument. les gens qui veulent se dépêcher, c'est peut-être un signe que certaines personnes n'aiment pas ce qu'ils font. Et dans ce cas-là, il faut prendre du recul, philosopher, se poser quelques questions et se demander de quoi ai-je le goût? Qu'est-ce qui m'inspire vraiment? Et de l'écrire. Dans quel univers je me vois, avec quel type d'individu j'aimerais discuter, échanger. Et c'est un signe, si on veut faire les choses rapidement, si on veut se débarrasser de certaines tâches, c'est soit que ces tâches-là nous font travailler intérieurement et qu'on ne veut peut-être pas apprendre de cela, ou soit que c'est un signe que c'est le temps justement de passer à autre chose, d'aller dans une autre direction. Et c'est justement et si on ne prend pas le temps, on ne pourra pas justement opérer, laisser place à l'opération, à cette transformation, à cette transfiguration, parce que entre les idées que nous avons dans notre esprit de mon idéal, il y a des éléments au fond de nous-mêmes qui veulent vivre. Et vous allez voir que lorsque vous êtes sur votre chemin, euh, la joie va accompagner ce que vous êtes en train de faire. Et vous savez qu'il y a tout le temps le jugement des personnes autour de vous qui vont qui vont affirmer toutes sortes de jugements, mais ils ne font que transmettre souvent leur peur, leurs propres inquiétudes parce qu'ils n'osent pas faire ce saut-là, d'aller dans le chemin de la réalisation de soi, dans le chemin de l'individuation, le chemin qui a le plus de cœur, qui parle davantage à votre être. Et cela demande, bien sûr, lorsque nous ralentissons et que nous commençons à écouter, nous avons des indices, nous les saisissons et nous dessinons progressivement le chemin qui veut vivre en nous. Merci de ton commentaire, Diane. Et vous savez que cette rencontre-là va vous venir tantôt par un petit courriel.
Et vous allez voir aussi notre prochain sujet, moi et Jean, nous allons réfléchir